Désolé pour l'attente, mais aujourd'hui nous allons continuer le livre Cheval indien de Richard Wagamese. Et aujourd'hui nous allons donc lire le chapitre 9 jusqu'à 16, donc de la page, bien cher monsieur, 49 à 81. Comme toujours, je vous lis la dernière phrase de l'autre chapitre. Je vois le dos courbé de mon père qui pagayait et, à l'avant, la silhouette accroupie de ma mère qui caressait l'eau avec sa rame. Je vois le canot à bord duquel le cadavre de mon frère a glissé entre les cairns de pierre avant de disparaître à jamais. Chapitre 9. Les adultes ne sont pas revenus. Au début de l'automne, j'ai bien vu que la vieille femme se faisait du souci. J'étais terrifié. Le ciel est devenu d'un bleu pâle, délavé, celui de la fin d'octobre. Ça tombe bien, on est juste en fin octobre. Pardon. Les oies volaient en formation et ma grand-mère a utilisé quelques cartouches pour en abattre un certain nombre. Nous les avons plumés et fait rôtir lentement au-dessus d'un feu de bois vert avec des poissons que j'avais attrapés au filet maillant. Elle m'a montré à utiliser de la mousse et de fines bandelettes de terre prises sous des arbres pour doubler les bords de la tente. Nous avons couvert le sol d'épaisses couches de branches, d'épinettes, pour nous prémunir contre le gel. Je posais des collets dans la forêt, mais ils restaient vides. Un matin au réveil, nous avons trouvé de la neige. La vieille femme déambulait seule au milieu des arbres avec sa pipe et son hochet. Je l'entendais prier et chanter. Je m'assoyais au bord du feu pour l'attendre. Ses lamentations se répercutaient sur la paroi du côté opposé du lac et on aurait dit qu'elle n'était pas seule dans la forêt. À son retour, nous buvions du thé. On ne peut plus les attendre, a-t-elle un jour annoncé. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le canot et descendre la rivière jusqu'à Minaki. Minous, le fils de mon frère, y vit. Au besoin, on pourra habiter avec lui jusqu'à la fin de l'hiver. Où sont-ils allés? Ai-je demandé. Elle a posé sa tasse sur la bûche et sorti sa pipe. Après l'avoir bourrée, elle a fumé en contemplant le feu. Je ne sais pas, a-t-elle enfin répondu. J'ai demandé au grand-père et aux grand-mères de m'accommoder une vision, mais ils sont maintenant trop loin pour les anciens. Allons-nous les trouver? Je ne sais pas. Mais ici, nous allons mourir. Chapitre 10. C'est juste 2 pages, mais ne vous inquiétez pas, en tout, on va lire une trentaine. 32 pages. Chapitre 10. Kiwatin, c'est le nom du vent du Nord. Les anciens lui donnaient un nom parce qu'ils voyaient en lui un être vivant, une créature comme les autres. Le Kiwatin prend naissance à la lisière des terres, sans arbre, et serre le monde entre ses doigts cruels, né dans le sein glacé du pôle Nord. Le monde ralentit peu à peu son rythme afin que les ours et les autres créatures qui hibernent remarquent l'inexorable progression du temps. Cette année-là, cependant, le froid est descendu rapidement, à la façon d'une gifle, soudaine et vengeresse. Nous avons mis dans le canot le reste des oies et des poissons. La vieille femme m'a obligé à enfiler plusieurs couches de vêtements et nous a taillé des châles dans la toile d'une tente. Avec le même tissu, elle nous a fabriqué des bottes qui retenaient des bouts de corde noués autour de nos chevilles. Il neigeait. Les flocons étaient comme des comètes qui tombaient de l'espace en vrombissant. Je me souviens d'avoir cru les entendre. Nous avons eu toutes les peines du monde à traverser le lac jusqu'au portage. Le visage de la vieille femme se crispait à cause des efforts qu'elle devait déployer pour pagayer sous l'emprise de ce vent. Les crêtes d'écume claquaient sur nos mains. Nous avons réussi à traverser. Lorsque nous avons hissé le canot sous le couvert des arbres, nous avons eu, en l'absence de vent, l'impression de pénétrer dans une habitation. On va transporter d'abord les provisions, a-t-elle dit. Elle a transformé nos châles en sacs. Nous y avons entassé toutes nos provisions avant de les prendre sur notre dos. La marche le long du ruisseau a été pénible. Nous glissons sur les rochers couverts de glace. Autour des cordes qui retenaient la toile, nos mains gelées étaient comme des serres. Nous devions respirer par la bouche parce que des cristaux de glace bloquaient nos narines. Au bord de la rivière, la vieille femme a pris mes mains et les a glissées sous sa jupe pour les réchauffer entre ses cuisses. Elle n'a pas été gênée. J'ai blotti mon visage contre son ventre.
Après un moment de repos, nous sommes partis chercher le canot. Elle a fabriqué un harnais à l'aide de cordes et j'ai tiré le canot, tandis qu'elle en soulevait l'arrière à l'aide d'une branche d'aulne. Ensemble, nous avons suivi le ruisseau jusqu'au bout. Ce portage nous a vidés. Elle a retourné le canot et nous nous sommes couchés sous lui à l'abri des toiles, tandis que la neige sifflait. À mon réveil, j'ai senti l'odeur de la graisse d'oie et du thé fort. Elle avait déjà allumé le feu. Nous avons mangé en silence et ma grand-mère n'a pas quitté la rivière des yeux. À cause du froid, l'eau était noire. Nous avons rapproché le canot des flammes, puis nous l'avons incliné. Elle a disposé des branches d'épinette au fond et au-dessus de la coque pour former une sorte d'appentis, et c'est là que nous avons passé la première nuit. Nous entendions les hurlements des loups et les craquements des branches dans les arbres, et elle m'a attiré contre elle. Autour de nous, le monde était comme un géant perché dans le noir. Au matin, 2 ou 3 centimètres de neige recouvraient le sol, et nous avons pris un déjeuner composé de poissons froids et de thé. Puis nous avons mis le canot à l'eau et nous sommes dirigés vers l'ouest, jusqu'à l'endroit où la rivière oblique vers le sud, puis de nouveau vers l'est, en direction de la petite ville ferroviaire de Minaki. Minaki, ça fait un peu japonais, mais c'est loin d'être ça. Elle chantait en pagayant. Ses chants ressemblaient à des prières, du moins je l'espère. Le froid était intense. De la bruine montait de l'eau, et à cause du gel, tout était gris. Seul troublait le silence le clapotis de l'eau fendue par l'avant du canot. Sur le rivage, les silhouettes voûtées des rochers étaient drapées de blanc. Avec leurs branches alourdies par la neige nouvelle, les arbres ressemblaient à des soldats fatigués qui rentraient de la guerre. La glace étincelait. J'ai dû cesser de pagayer pour mettre mes mains gelées sous mes bras, et la vieille femme a continué toute seule. La neige a repris au milieu de l'après-midi. Les lourds flocons tombaient tout droit en tournant sur eux-mêmes, et le temps s'est apaisé. De la neige s'accumulait dans le ventre du canot. Quand la neige est devenue si dense qu'on n'y voyait plus rien, la vieille femme s'est approchée en douceur du rivage, entre deux rochers grands comme des wigwams. Je comprends pas pourquoi il appelle sa grand-mère vieille femme. C'était pas sa grand-mère, il me semble. C'est sa grand-mère, hein. Il trouve d'appeler sa grand-mère vieille femme. Pas très poli. Le froid était une bête terrifiante. En m'enfonçant dans la neige jusqu'aux genoux pour ramasser du petit bois, je le sentais me traquer, attendre que je tombe d'épuisement pour se repaître de ma chair gelée. Le feu que nous avons allumé pour nous prémunir contre lui était minuscule. Le bois sifflait, et je craignais que les flammes ne s'éteignent. La vieille femme s'y aventurait dans la forêt et en est ressortie avec une brassée de branches de sapin qu'elle a jetées sur le feu, d'où ont jailli en crépitant des flammes hautes et chaudes. Dans la nuit, les flocons ressemblaient à de la poussière d'étoiles. C'est quoi poussière d'étoiles en anglais? Stardust, comme Stardust Crusaders. Le troisième jour, nous avons manqué de nourriture, et l'eau était devenue trop froide. Quand je me risquais à en boire, je sentais mes dents craquer. Ma grand-mère, voilà, enfin, a découpé un peu de peau de daim dans ses mocassins et m'a ordonné de le sucer comme une tétine. Le cuir avait un goût de mousse, mais il contenait un peu d'humidité. Dans un coude de la rivière, nous avons vu un chevreuil sur le rivage. La vieille femme a brandi la carabine, mais elle grelottait trop pour pouvoir viser. Le mâle a levé les yeux pour nous regarder passer. Ce soir-là, elle m'a préparé une soupe avec de la gomme d'épinette et des baies cueillies au milieu de la neige, de la mousse et des pierres. Le quatrième jour, nous avons tous deux somnolé dans le canot. La rivière nous a entraînés vers un goulot hérissé de rochers et au contact de l'un d'eux, nous nous sommes réveillés en sursaut. Le ventre du canot s'est fendu et l'eau l'a vite inondé. Débarquant tant bien que mal, nous sommes entrés dans l'eau, jusqu'à la taille. Ma grand-mère m'a pris par la main et entraîné vers le rivage. L'eau était comme l'acier glacé d'un couteau. Depuis la terre ferme, nous avons vu le canot tournoyer sur lui-même avant de partir à la dérive. Nos dernières provisions ont disparu en ballottant, et nous avons eu le cœur brisé. La neige est encore plus épaisse. En s'y enfonçant, la vieille femme m'a tiré jusqu'à un épais bosquet de cèdre. Elle en a arraché des branches et les a posées sur le sol, puis elle m'a ordonné de m'y étendre. Retirant son châle de toile, elle l'a mis sur moi avant de me recouvrir d'autres branches de cèdre. En fermant les paupières, j'ai trouvé des ténèbres luxuriantes, auxquelles je me suis abandonné en sombrant dans le sommeil. Je sentais la neige et les courants d'air qui me soulevaient. Je volais. En l'esprit, j'ai vu les rives du lac de Dieu, telles qu'elles m'étaient apparues vers la fin de l'automne. Le soleil descendait dans le ciel haut et sans nuages. Je volais dans le canot.
À une centaine de mètres du rivage, je voyais les ombres de mes proches, des miens, danser autour du feu, et dans les arbres je distinguais des chants, des battements de tambours, et la vague rumeur de rire. J'étais léger, sans os, et très, très fatigué. La vieille femme me réveillait d'une gifle. Dieu est dans les arbres! Ai-je dit d'un air rêveur. Ma voix semblait venir de très loin. Elle m'a giflé de nouveau, et je suis revenu à moi dans la morsure cinglante du froid. C'est vrai que la douleur dans l'hiver, c'est encore pire. Elle avait recueilli des bandelettes de terre et les avait traînées jusqu'à nous. Ensemble, nous avons réuni des branches et créé une sorte de dôme au-dessus des fondaisons posées sur la neige. Puis nous l'avons recouverte du reste des branches de cèdre et des mottes de terre. Ce n'était pas très grand, mais nous pouvions y rentrer en rampant et en tirant les châles de toile sur nous. Cette nuit-là, je me suis endormi au sein de la voix de ma grand-mère. Elle m'a parlé des représentants du peuple des étoiles qui avaient rendu visite au nôtre dans des temps très anciens et confié des enseignements, les secrets du cosmos et les fondements de notre spiritualité. Quand je me suis réveillé au milieu de la nuit, elle parlait toujours, mais d'une voix plus faible. Le récit ancien m'a une fois de plus aidé à sombrer dans le sommeil. Au matin, elle semblait fatiguée, usée. Nous avions faim. Nous sommes levés dans la neige en frissonnant. Elle a suivi les yeux le rivage de la rivière. Ton arrière-grand-mère a tracé dans les bois un sentier qui va de ces rapides à la voie ferrée, au sud, a-t-elle dit. Tu le vois? Plissant les yeux, j'ai examiné la muraille infranchissable des arbres. Rien ne laissait croire à l'existence d'un sentier, mais les paupières closes, j'entendais le sifflement de la rivière qui caracolait sur les rochers. J'ai inspiré à plein poumon. J'ai senti des flocons atterrir sur mon visage, tourné vers le ciel. Saul, ai-je entendu en provenance des arbres. En rouvrant les yeux, j'ai aperçu une légère incurvation dans la neige. Elle décrivait un arc de cercle en direction du sud et d'une trouée dans les arbres, si discrète qu'elle était presque invisible. Là, ai-je dit. Dans la neige jusqu'aux genoux, nous avons contourné les marécages qui se déversaient dans la rivière. Dans les roseaux, des toiles de huttes de castor s'étendaient à perte de vue. Nous avons marché toute la matinée. Ma grand-mère s'arrêtait de loin en loin pour reprendre son souffle, adossée à un arbre. Elle était si vieille. Sa peau semblait collée à ses os, tellement tannée par le grand froid qu'elle menaçait de se détacher par plaques. Après la prochaine crête, ai-je dit en montrant du doigt, il y a un grand espace désert qui mène à un lac parsemé de huttes de castor. La voie ferrée est de l'autre côté. Tu la vois? A-t-elle demandé. Oui, ai-je répondu. Elle m'a serré le bras. Le soleil était à son zénith lorsque nous avons franchi cette crête. Ma grand-mère m'a entraîné contre elle et elle a tiré ses châles sur moi. Mes pieds étaient comme des blocs de glace. La corde qui retenait mes bottes en toile était cassée. Elle a pris celle des siennes et les a nouées sur mes chevilles. Ensuite, elle a creusé dans la neige, à la recherche de touffes de mousse. À l'aide d'autres cordes, elle m'a fabriqué des mitaines. Et toi? Ai-je demandé. Moi, j'ai ma jugeote pour me garder au chaud, t'as répondu. Allez, il faut bouger. Nous avons atteint la voie ferrée au bout d'une heure environ. Le vent avait viré de bord et gagné en intensité. Il soufflait la neige dans notre visage tellement que j'avais beaucoup de mal à enjamber les traverses, que j'ai fini par tomber. Le vent se dressait contre les traverses. Je suis resté là, trop épuisé pour me relever. J'avais les paupières lourdes et la peau brûlante. Ma grand-mère m'a porté dans ses bras d'une démarche trébuchante, et je l'entendais siffler sous l'effort. J'ignore pendant combien de temps nous avons progressé ici. Au bout d'un moment, sa foulée a raccourci et elle s'est mise à tituber. Puis elle est tombée à son tour. En ouvrant les yeux, j'ai vu des lattes de bois peints derrière elle. Nous étions sur le quai de la gare de Minaki. La neige tourbillonnait au-dessus de nos têtes, et de la vaste étendue blanche où les rails s'étiraient vers le Manitoba à l'ouest et le cœur gelé de la forêt à l'est. On se repose une minute, a-t-elle dit, puis on part rejoindre Minous. J'ai blotti ma tête contre sa poitrine. Elle m'a serré contre elle et nous sommes restés là à grelotter dans l'obscurité. Enveloppé dans la toile fissurée d'une vieille tente entre les bras de la vieille femme, j'ai senti le froid glacé sur place. Ayant compris qu'elle m'avait quitté, j'ai pleuré sur le tambour creux de sa poitrine. Au bout d'un moment, j'ai entendu des cris et des pas. Lorsqu'on a tiré sur la toile, j'ai éprouvé la morsure du vent. D'où Jésus? Un enfant! Quelqu'un m'a soulevé et les bras de la vieille femme sont retombés. J'ai tendu la main vers elle en criant dans un mélange d'anglais et de djiboué. Elle est restée affalée dans son coin, ses cheveux recouverts de neige.
Ses doigts étaient recroquevillés comme si elle se cramponnait encore à moi. J'ai voulu l'aider à se relever afin que nous continuions à marcher. On m'a plutôt emmené. La porte d'une voiture s'est ouverte. On m'a déposé sur la banquette arrière et on a jeté une couverture sur moi. La chaleur et l'épuisement m'ont entraîné dans un courant rouge, brûlant. Si notre canot n'avait pas percuté ce rocher, nous aurions rallié Minaki. Nous aurions trouvé Minous. Là, à l'abri, ma grand-mère aurait trouvé un moyen de me garder près d'elle. À la place, elle était partie, morte de froid, pour me sauver. Et je suis à mon tour parti à la dérive, sur une nouvelle et étrange rivière. Là, on change complètement de... Non, depuis le début, on était sur quelque chose de très traditionnel, sur la... Voilà, on était en survie de forêt. Là, on s'en va dans le pensionnat. C'est un des seuls qui l'avait pas vécu. Chapitre 11, ça commence. J'ai été emmené au pensionnat indien Saint-Jérôme. J'ai lu quelque part qu'il existe dans l'univers des trous qui avalent toute la lumière, tous les corps. Saint-Jérôme a été la lumière de mon monde. Derrière moi, tout ce que je connaissais s'est volatilisé dans un bruissement audible, celui de l'orignal qui disparaît au milieu des épinettes. Nous avons roulé pendant 2 jours pour y arriver. 2 religieuses et 3 enfants entassés sur la banquette arrière d'une vieille Chevrolet, ayant connu des jours meilleurs. Une petite fille qui a pleuré pendant tout le trajet ou presque, et un autre garçon. Nous n'avons pas dit un mot. À tour de rôle, nous nous asseyons près de la vitre pour voir défiler le paysage, apparemment sans fin. Les tournants de la route, les collines que nous franchissions, et jusqu'à la silhouette des arbres qui se découpaient contre le ciel nocturne me subjuguaient. Je n'ai presque pas fermé l'œil. Le ciel, la caresse du ciel, sur mon visage me manquait. Le pensionnat était un bâtiment à briques rouges, de 4 étages, surmonté d'une coupole, sur laquelle se dressait une autre croix blanche. C'était sa seule ornementation. Pas d'arbres sur les terrains, que des buissons. Une roue de chariot était posée contre un rocher, à côté de la grosse enseigne en bois qui proclamait pensionnat indien Saint-Jérôme. Une allée... Ah, pardon. Une allée en gravier s'incurvait jusqu'à l'entrée principale. Des marches en béton bordées de balustrades blanchies à la chaux et une porte à 2 battants aux vitres givrées. 2 ailes de l'immeuble s'étiraient à l'arrière. Au-delà, on voyait des dépendances, des bâtiments agricoles et des champs où les vestiges des sillons de l'année précédente perçaient la mince couche de neige. La propriété occupait une clairière au sommet d'une crête bondée sur la forêt. À l'intérieur, l'odeur de l'eau de javel et du désinfectant était si forte que j'ai cru sentir les parois de mes narines se décoller. Le sol en bois franc était jauni par des décennies de lavage et de récurage. On avait peint les murs d'un vert écœurant. À tous les paliers, les fenêtres des portes étaient givrées. Et la lumière pâle donnait une impression de froid malgré les ondes de chaleur dégagées par les radiateurs. Sur les marches, le linoléum, bien que craqué par endroits, affichait un lustre terne, fruit d'incessants polissages. Le 4e étage était une vaste pièce dotée de fenêtres des 2 côtés. Entre elles, on voyait une mer de lits de camp, tous faits de la même manière, réglementaire, mot que je n'ai appris que beaucoup plus tard. Un prêtre aux manières bourrues nous a entraînés au fond du dortoir et donné l'ordre de nous déshabiller, puis d'entrer dans des bassins d'eau presque bouillantes. Au bout d'1 minute, le prêtre nous a fait lever et a lancé sur nous des poignées de poudre anti-fou qui m'a brûlé les yeux. Ensuite, il nous a fait rasoir pour tout rincer. Après, des religieuses nous sont frottées avec des brosses aux poils raides. Le savon était grossier. Elles nous ont pratiquement écorchés. On aurait dit qu'elles cherchaient à éliminer plus de crasse que les mauvaises odeurs. Après, elles nous ont tendu des vêtements et nous sommes habillés sous leurs yeux. Le pantalon de laine me grattait la peau. Comme il était 2 tailles trop grande, j'ai dû serrer la ceinture au maximum. La chemise était raide et blanche. Les chaussures en cuir mince étaient équipées de lacets et de semelles glissantes. Elles nous faisaient un drôle de démarche. Ensuite, nous nous sommes assis sur des chaises, une serviette sur les épaules, et les religieuses armées d'une tondeuse électrique nous ont fait des coupes en brosse, rêches au toucher. J'ai vu mes cheveux longs et noirs tomber sur le sol. L'autre garçon pleurait, versait d'énormes larmes silencieuses.
Moi aussi, j'aurais pleuré. Autant. J'aurais été vénère surtout. De retour au rez-de-chaussée, on nous a fait patienter devant une table de travail, dans un bureau dont les fenêtres s'ouvraient sur les champs. Nous avons attendu longtemps, puis un prêtre et une grosse religieuse au visage rubicon sont entrés. Je m'appelle le père Quinet, et voici sœur Ignatia. Ici, c'est notre école, celle du bon Dieu à vrai dire, mais il nous a laissés aux commandes. Saul, a dit sœur Ignatia. C'est un beau nom biblique. Inutile de le changer. Mais nous allons devoir faire quelque chose à propos de Lonnie Lapin. Je pense qu'Aaron serait plus approprié. Dorénavant, tu t'appelleras Aaron Lapin. Compris? Mais Lonnie, c'est le nom de mon père, a protesté le garçon. À présent, ton père, c'est le bon Dieu et il veut que tu t'appelles Aaron. Mais j'ai déjà un père! Jusque-là, campé derrière la table de travail, seul Ignacia est devenu de se planter devant Lonnie qui fixait le sol. Ton père est le Père Céleste. C'est ce qu'on va t'apprendre ici. Ton père unique n'a plus rien à t'offrir. Il est trappeur. Il est païen. Il est Ojibwe. Il est non baptisé et impur d'esprit. Dans cette école, le mot père s'applique au Père Céleste. Je ne veux pas d'autre père. Tu n'as pas le choix. Je vais me sauver. La sœur a souri. C'était terrifiant parce qu'il n'y avait pas le moindre humour dans ses yeux. Il était d'un bleu pâle et froid comme ceux d'un husky. Elle a tendu la main derrière elle et a pris une férule de cuir avec un calme terrible. C'est un instrument contondant, large et percé de trous. Elle le tenait de deux mains. Puis en un éclair, elle a tourné le nid en le tenant par le collet et l'a forcé à s'agenouiller. Il a hurlé au contact de la férule sur son dos. La religieuse l'a remis sur pied et comme s'il était une poupée de chiffon, la frappait à répétition derrière les genoux et les cuisses. On aurait dit qu'elle battait une peau d'animal. Le nid se tortillait, se débattait, mais la femme avait une pointe d'enfer. Le père Quinet observait la scène, les mains derrière le dos. Notre valeur se mesure à notre docilité, a-t-elle déclaré, en obligeant Lonnie à la regarder en face. Ici, tu vas apprendre à avoir de la valeur, tu m'entends? Oui, répond Lonnie. Oui, ma sœur. Ou non. Oui, répondit Lonnie. Oui, ma sœur. Oui, ma sœur, répondit Lonnie. Bon garçon. Elle a posé la main sur son visage. Il a eu un mouvement de recul. Elle a souri de nouveau sur la même absence de sentiment. À Saint-Jérôme, nous nous employons à débarrasser nos enfants de tout ce qu'ils ont d'indien. Ainsi, ils deviendront dignes de la bénédiction de Dieu. L'industrie, les garçons, a déclaré le père Quineille. Du bon travail, du travail honnête et de l'application dans les études. Voilà ce qui vous attend ici. Préparation à la vie. Sœur Ignatia nous a pris par la main, Lonnie et moi, sur un signe du père Quineille. Elle nous a entraînés dans le pensionnat. Ses mains étaient sèches comme de l'écorce de bouleau. Son visage posé, les commissures sur ses lèvres légèrement retroussait un sourire. Béate. Encore un mot que j'ai appris seulement plus tard. En nous faisant visiter le pensionnat ce jour-là, notre premier, la religieuse avait le visage d'une sainte. Le sifflement de la férule de cuir résonnait encore. C'était une femme corpulente et de grande taille, et jamais je n'ai connu une telle terreur. En ce qui m'a fait l'impression d'un bref instant, le monde que j'ai connu a été remplacé par un menaçant trou noir. On commence fort. Chapitre 12. À Saint-Jérôme, les autres enfants m'appelaient le zone à gauche, parce que je parlais et lisais l'anglais. La plupart des autres venaient du nord profond, ne connaissant que l'Ojibwe. Il suffisait de prononcer un mot dans cette langue pour être battu ou enfermé au sous-sol, dans la boîte que les plus vieux avaient surnommée la sœur de fer. Pour le parler indien, c'était tolérance zéro. Le lendemain de mon arrivée, un garçon du nom de Curtis Renard Blanc s'est fait rincer la bouche au savon à la soude caustique pour avoir osé parler l'Ojibwe. Il s'est étouffé et il est mort en classe. Il avait 10 ans. Les enfants échangeaient donc à voix basse. Ils ont appris à parler la bouche fermée, ventriloquisme auquel leur langue doit sa survie. Pour parler l'Ojibwe, ils rapprochaient leur tête penchée en passant la serpillière dans les couloirs ou en curant les stalles de l'écurie. J'ai fini par devenir ventriloque. Moi aussi, mais au début, j'ai été considéré comme un étranger.
Leur attitude ne me dérangeait pas, j'avais mal à l'intérieur. Quitter la forêt et les miens avait déchiré la chair de mes entrailles. Chaque fois que je devais bouger ou parler sous la contrainte, j'éprouvais une douleur cuisante. J'ai donc pris l'habitude de m'isoler. N'étant pas très grand, je disparaissais sans mal. J'ai appris à refermer sur moi les frontières de mon être, à murer l'espace que j'occupais, à devenir un fétu de paille, une particule de poussière, un atome indifférent qui gravitait dans son orbite singulière. Je dois peut-être ce bizarre état de grâce à la souffrance. Ou encore au souvenir des bras gelés de ma grand-mère autour de moi, ou la dernière image de mes parents disparaissant avec le portage du lac de Dieu. Je ne sais pas. Dans mon cocon de silence, je me suis retourné vers les livres et la langue des zones à gauche, où j'ai trouvé le moyen d'échapper aux odeurs astringentes du pensionnat. Les religieuses et les prêtres, me prenant pour un élève studieux, m'ont encouragé à m'enfoncer encore plus profondément dans mon exil volontaire. Rien de plus facile. Impossible d'être un enfant sous un tel régime qui étouffait toute forme de créativité. Pour survivre, nous devions plutôt imiter la démarche des religieuses, cloîtrées, impitoyables, défilés muets, à la suite duquel nous allions de la prière à la chapelle au travail physique. Oh! Adrian, petite lumière. Let's go, il y a Adrian. Adrian, petite lumière, était un Ojikri maigrichon qui boitait salement à cause d'un piège qui s'était refermé sur sa cheville. Ça commence pas bien. Sa famille vivait dans un coin si reculé de la forêt qu'on n'avait pas pu l'emmener à l'hôpital. L'os fracturé s'était donc calcifié et ressoudé de travers, laissant sous sa peau un anneau qui rappelait les bosses sur le dos d'un esturgeon. Ses narines laissaient fuir en permanence des filets de morve qu'il essuyait du revers de sa chemise. Les religieuses ont tenté de lui imposer l'usage des mouchoirs, mais c'était un enfant de la forêt, et l'habitude était trop profondément ancrée en lui. Elles lui ont lié les mains derrière le dos. En classe, la morve coulait librement sur son visage. Quand il pleurait et laissait sur le sol une flaque visqueuse, elle l'obligeait à se lever, le frappait à coups de ceinture et le faisait se rasseoir après lui avoir essuyé le nez avec un linge rugueux. La tête penchée sur nos livres, nous l'entendions souffler, tenter désespérément de ravaler sa morve. C'était un état pathologique sans remède. Elles ont pris l'habitude de le planter à l'avant de la chapelle, de la salle de classe et du réfectoire, les mains attachées derrière le dos, afin de nous régaler du spectacle de la morve dégoulinant sur son visage, s'infiltrait sous le col de sa chemise. Il avait 6 ans. Il appartenait à un peuple de chasseurs, de trappeurs et de pêcheurs qui depuis toujours tirait sa subsistance de la forêt. Ce mode de vie était lié aux forces que ces gens observaient autour d'eux. Par un froid matin de février, les religieuses l'ont trouvé pendu au chevron de l'écurie. Il avait ligoté ses poignets derrière le dos avec ses bouts de corde avant de faire le grand saut. Elles l'ont enterré dans le cimetière qui grimpait vers la forêt, la cour des Indiens, ainsi que l'appelaient les pensionnaires. De multiples rangées de tombes anonymes, de multiples rangées de fosses d'1,20 m sur 1,50 m, qu'on aurait dit creuser sur un sol descendu du ciel. De petites cavités dans le sol, des trous dans lesquels ils étaient tombés. Sheila Jack. On l'avait emmenée de Wik-Mekong dans l'île Manitoulin. Elle avait 12 ans. Selon l'usage de son peuple, elle avait été élevée par sa grand-mère et initiée au protocole de la médecine traditionnelle. La grand-mère de Sheila était chamane et Sheila était destinée à lui succéder. Les pensionnaires de Saint-Jérôme l'ont accueillie avec effroi et admiration. Elle est entrée dans l'école calmement, simplement, presque royalement. Nous n'avons encore jamais vu une personne aussi posée, sûre d'elle et paisible. Son maintien nous a rappelé à nous-mêmes. Nous regroupions autour d'elle de la façon de discipline et les religieuses étaient folles de rage. Croyant que Sheila les regardait de haut, elles ont entrepris de la briser. Elles lui ont fait apprendre le catéchisme par cœur, l'ont obligé à réciter un sans fin devant la classe. La moindre erreur lui valait un coup de règle ou de ceinture, sinon une paire de claques. Elle devait alors reprendre depuis le début. Elle devait réciter pendant les repas, pendant qu'elle travaillait et marchait. Elle n'avait pas la permission de nous adresser la parole. Sa voix ne devait servir qu'à répéter des textes sacrés. Les religieuses la tiraient d'un profond sommeil et l'obligeaient à réciter les mots debout dans le dortoir. Quand elle s'est mise à marmonner toute seule, nous avons cru qu'elle poursuivait sa lancée. Puis nous nous sommes rendus compte qu'elle annonnait des mots sans queue ni tête. Elle arpentait les couloirs de Saint-Jérôme en bredouillant des propos incohérents, puis prise d'éclats de rire sauvages, et s'assinait de violentes gifles avant de se remettre à balbutier, le visage absent. Terminée, la grâce mesurée qu'elle avait en arrivant. Elle a fini par disparaître dans la forêt. Les religieuses l'ont retrouvée 3 jours plus tard. Agenouillée dans un marécage, elle récitait, ricanait, récitait de nouveau.
ce qu'elle faisait lorsqu'on est venu la chercher pour l'emmener en voiture à l'asile de fous. Chant grand canot. À son arrivée de Saint-Jérôme, il était ligoté. Aussitôt détaché, il a détalé. Quand on l'a ramené, je me trouvais au milieu d'une douzaine d'autres pensionnaires, alignés le long de la rampe de l'escalier. Deux religieuses corpulentes l'ont amené de force sur le bureau du père Quineille. Nous avons entendu des bruits de fouet, le son mat de poing heurtant la chair, des bruits de lutte et le fracas de meubles. Puis silence. Quand ils l'ont fait ressortir, Chande, tête basse, ne se débattait plus. Il se traînait les pieds à la manière d'un vieillard qu'il fallait soutenir par les cordes. Par les coudes. Elles l'ont conduit au sous-sol et enfermé dans la sœur de fer pendant 10 jours. La contrition, disait-elle. Je ne voulais pas être à sa place, a murmuré des pensionnaires. On n'est plus le même, après, a renchéri un autre. Plus jamais le même. Péricanor blanc, dit que la sœur de fer est dans le coin le plus sombre et que la nuit, des rats viennent vous mordiller. Il n'est pas revenu, hein? A demandé une fille. Ouais, il a abouti dans la cour des Indiens. Il n'a pas survécu son deuxième séjour dans la cave. Il a dit qu'il faisait si froid dans le sous-sol qu'on respire de la brume glacée. Chante Rancano avait 13 ans. Issu d'une famille de métis de la Saskatchewan, il était à presque 1300 km de chez lui. À sa sortie du sous-sol, il avait plus de combativité dans le regard. Il brandissait devant lui en les tordant, ses mains aux grosses jointures et aux chairs à vif. Tête baissée, il fixait ses chaussures. La nuit, on le trouvait dans le dortoir, recroquevillé contre la porte qui laissait filtrer une fine bande de lumière. Il ne pouvait dormir qu'à cet endroit, le visage éclairé par cette faible lueur. Saint-Jérôme nous usait, laissant en nous des trous béants. Je ne comprenais pas comment le Dieu qui veillait sur nous, du moins à les entendre, pouvait se voiler la face et tolérer autant de cruauté et de souffrance. C'est exactement ce que je me disais. Si les religieuses et les prêtres ont comme but de propager la parole de Dieu, et donc la parole divine, la parole de... Voilà, la bonne parole, et essayer de mettre paix sur terre aux hommes qui l'aiment, mais pourquoi tu niques tout le monde? La meilleure manière de faire comprendre des trucs à des gens, c'est pas de les battre, c'est d'être patient et d'être avec eux à tous les moments. Bon, je dis ça, c'est dans l'endoctrinement. Donc non, ce que je viens de dire, ça s'annule dans ce cas-ci parce que c'est de la merde ce qu'ils font. Et voilà, c'est ça les pensionnats autochtones. C'est de la grosse merde. Chapitre 13. Un après-midi, une douzaine d'entre nous, profitant d'un rare moment de liberté, est descendu jusqu'au bas de la crête sur laquelle se dressait le pensionnat. Le petit ruisseau, après un coude, se déversait dans un lac aux eaux noires comme de l'encre, puis dans un plus grand. Le ruisseau peu profond d'environ 1 mètre de largeur servait au frais. Les poissons le remontaient pour parvenir au plan d'eau principal. Nous sommes allés avec des sacs en toile que nous avons dénichés dans les écuries. Nous pouvions voir les poissons se démener dans l'eau. C'était excitant. Une telle vitalité, un tel désespoir, une telle énergie, nous avons observé pendant un long moment. Puis quelques-uns d'entre nous ont coupé de jeunes arbres et en les courbant, les ont placés sur le partour des sacs à l'intérieur. Nous avons plongé dans le ruisseau et ressorti remplis de poissons dégoulinants. Sur le rivage, ils s'agitaient en jetant des éclats argentés et bruns, leur bouche en cul de poule, s'ouvrant et se refermant. On aurait dit des tentes bien grasses distribuant des bisous mouillés. Leur queue claquait sur le sol. Nous les avons remis à l'eau avant de hisser un autre sac. Nous avons répété la manœuvre à 4 reprises. La quatrième, nous sommes restés là sans bruit, perdus dans nos pensées tandis que les poissons luttaient pour l'air, la vie, la liberté. La plupart d'entre nous étaient en larmes lorsque nous nous sommes enfin décidés à les remettre à l'eau. En groupe, nous avons entrepris la longue et abrupte ascension qui nous ramenait jusqu'au sommet et au pensionnat. Nous marchions les mains en coupe sur notre nez pour respirer à fond l'odeur de ces poissons et tendre leur mucus sur notre visage. Nous n'avions pas de couteau pour les viser ni pour les écorcher. Nous n'avions pas de feu pour les faire fumer. Nous n'avions ni endroit où les mettre ni moyen de les conserver. En les voyant halter dans l'herbe, nous nous sommes vus nous-mêmes, cherchant désespérément à respirer. Nous étions des enfants indiens, et tout ce que nous avions, c'était l'odeur des poissons sur nos doigts. Cette nuit-là, nous nous sommes endormis les mains sur le nez. Et pendant que l'odeur de ces petits poissons s'estompait, nous avons tous pleuré la perte de notre vie d'avant.
En nous voyant verser des larmes dans la chapelle, tous les 12, les religieuses ont souri, convaincus que nous avions été touchés par la grâce de Dieu. Mais nous en sommes sortis, les mains sur le nez, respirant. Chapitre 14, c'est juste une page. À Saint-Jérôme, j'ai vu des enfants mourir de la tuberculose, de la grippe, de la pneumonie et des effets d'un cœur brisé. J'ai vu des garçons et des filles mourir debout. J'ai vu des fugitifs qu'on ramenait au pensionnat aussi raides que des planches. J'ai vu des cadavres se balancer au bout de fines cordes nouées de chevrons. J'ai vu des poignets tailladés et des éclaboussures de sang sur le sol de la salle de bain. Et même une fois un garçon empalé par les dents de la fourche qui s'était enfoncé dans le gorge. J'ai vu une fille marcher calmement dans le champ en entassant des cailloux dans les poches de son tablier. Elle est allée jusqu'au ruisseau où, assise dans l'eau, elle est morte noyée. Le manège se poursuivait et rien ne changeait. Tant et aussi longtemps que le pensionnat se dressait au-dessus de la crête, tant et aussi longtemps qu'on arrachait de jeunes Indiens à la forêt et aux bras des leurs. Je me suis donc replié sur moi-même. C'est ainsi que j'ai survécu, seul. La nuit, quand mes larmes menaçaient de jaillir de mes yeux, je me rappelais la promesse que je m'étais faite. Jamais il ne m'entendrait pleurer. Je mourrais de solitude. L'image que je projetais, c'était celle d'un garçon tranquille, renfermé, dépourvu de tout sentiment. Chapitre 15. Le père Gaston Le Boutillier est arrivé à Saint-Jérôme la même année que moi. Jeune prêtre doté d'un sens de l'humour ainsi que d'une bonté et d'un sens de l'aventure qui agissait comme un aimant sur les garçons, il irritait les autres prêtres et les religieuses. C'est quoi? Une vidéo. Ok, je m'excuse. Pardon de ce dérangement. Le père Gaston Le Boutier est arrivé à Saint-Jérôme la même année que moi. Jeune prêtre doté d'un sens de l'humour ainsi que d'une bonté et d'un sens de l'aventure, qui agissait comme un aimant sur les garçons, il irritait les autres prêtres et les religieuses. T'as fait une bonne nouvelle. Il nous emmenait camper pendant des jours. L'hiver venu, il nous a initiés au hockey. Il a convaincu le père Kinney de le laisser aménager une patinoire, d'équiper les garçons plus âgés et de créer une équipe. Après, les choses n'ont plus jamais été les mêmes à Saint-Jérôme, au moins pendant une saison de l'année. Tu connais le hockey? Ce sont les premiers mots qu'il m'a adressés. J'étais assis dans l'escalier derrière la cuisine, tandis que les autres jouaient dans la neige fraîche. Non? Qu'est-ce que c'est? C'est un jeu, s'il a répondu. Peut-être le meilleur jeu du monde. On le pratique avec des patins. C'est très rapide, très excitant. Il y a des livres sur ce jeu? Des tas de livres, je peux t'en prêter. Si ça t'intéresse, tu viendras voir par toi-même. Les aménagements de patinoire, elle est presque terminée. Je n'aime pas beaucoup les jeux. Il a caressé mes cheveux. Si sérieux, a-t-il dit. Il faut mettre le nez dehors pour assister au match. Ça va te plaire, promis. Il m'a souri et je lui ai rendu son sourire. Le père Le Boutillier m'a apporté des livres sur le hockey et il a répondu à toutes mes questions. Sa passion pour le sport était contagieuse. J'ai appris beaucoup de choses sur des héros comme Dit Clapper, Turk Broda, Black Cat Gagnon, Sudden Death Mel Hill et Ulcers McCool. J'en connais aucun. J'en connais pas beaucoup, mais tu sais, je sais pas moi. Guy Lafleur, Piquet Souban, Nick Suzuki, je connais des noms, mais ceux-là ils me disent absolument rien. Sans oublier les dieux du hockey de l'équipe, comme Béliveau, Mahovlich et Rocket Richard. Des pages que j'ai lues, j'ai retenu l'impression suivante. Le hockey était une alchimie capable de transformer des hommes ordinaires en hommes extraordinaires. Je n'oublierai jamais la première fois que j'ai vu les grands jouer. La glorieuse blancheur de la patinoire, le soleil brillait dans un ciel bleu pâle. Pas un souffle de vent. Dans l'air froid et cristallin, des garçons s'échauffaient en parcourant la surface ovale à toute vitesse. Leur souffle faisait comme une couronne autour de leur tête. J'ai songé à une locomotive à vapeur sur le point de quitter la gare. Le match a débuté dans une frénésie démentielle. À la poursuite de la rondelle, des garçons issus des réserves et des forêts tournaient et tournoyaient follement. Et seuls les coups de sifflet du père Le Boutillier rétablissaient provisoirement le calme. Les joueurs s'appuyaient sur leurs bâtons, les yeux comme des éclats de charbon dans la lumière du soleil. L'excitation était palpable. Dès que le prêtre les y autorisait, ils se jetaient dans la mêlée avec l'abandon de Mustang.
Je n'ai jamais suivi la rondelle. J'avais les yeux rivés sur les garçons qui, avec leur énergie pure, fonçaient à la façon de comètes. Le père Boutier patinait avec aisance le long de la bande, donnait des indications avec son gros gant de hockey ou la lame de son bâton. Quand il s'est rapproché de moi en se frottant le nez avec le pouce arrondi de son gant, il avait les yeux embrasés. Le sport obéit à ses propres lois, Saul, même si ça ne saute pas encore à tes yeux. Malgré le chaos de surface, il possède un vrai rythme. Quand ils auront assimilé les règlements, tu commenceras à comprendre. Je comprends déjà, ai-je dit. Ah bon? Les lignes, ai-je expliqué. Elles créent des espaces où il faut se déplacer pour obtenir des résultats. Tu vois ça? Oui. C'était la vérité. J'ignore comment la lumière s'est faite dans mon esprit, mais je percevais au-delà des propriétés physiques et de l'action du sport, sa finalité. Il suffisait de dominer un coin de la patinoire pour dominer le jeu. Sur la patinoire, les garçons s'élançaient et filaient à toute vitesse, indifférents à tout, sauf au bout de caoutchouc qui glissait entre leurs bâtons. Mais je voyais comment on pouvait bouger, se placer pour tirer l'avantage de l'espace, transporter la rondelle d'un bout à l'autre et faire bomber le cordage du bout. Les nôtres racontent des histoires au sujet de maîtres capables de déterminer la position exacte d'un orignal ou d'un ours, le moment précis où le poisson commençait à frayer. Mon arrière-grand-père, Chabougaïsik, le premier de la lignée des chevals indiens, possédait un tel don. Le monde lui parlait, lui indiquait où chercher. Le don de Chabougaïsik m'avait été transmis. Pas d'autre explication possible, au fait que j'ai tout de suite compris, dans ses moindres détails, ce jeu inconnu. Le père Le Boutillier a invité un petit groupe de garçons dans ses appartements, où il avait un téléviseur. Pour la plupart nous n'avons encore jamais rien vu de tel et nous étions abasourdis. C'était une boîte remplie d'apparitions. Mais dès que le match a débuté, nous avons été trop absorbés pour faire attention à une autre chose. La soirée du hockey était l'incarnation même de la magie. 10 hommes parcouraient un périmètre cloîtré à une vitesse vertigineuse. Changement de direction, permutation, arrêt brusque et fonte. Coups, accrochage et acharnement concentré. Bref, un balai sur glace où l'action, en se canalisant peu à peu, trouvait son aboutissement sur le bâton, la rondelle, les jambières, le filet, la lumière rouge et la sirène qui plongeaient 10 000 personnes dans la frénésie. J'exultais. Après, j'ai supplié qu'on me laisse jouer. J'ai supplié qu'on m'apprenne à patiner. Le père Kineil, cependant, n'autorisait que les plus vieux à pratiquer ce sport. J'étais un gringalet de 8 ans. J'ai insisté encore. Tant et si bien que le père Le Boutier, sa main entre mes omoplates, s'est penché pour me parler à l'oreille. Sa main chaude m'a rappelé le toucher de ma grand-mère. Je ne peux rien faire, Saul, a-t-il dit avec douceur. Le règlement, c'est le règlement. Si je fais une exception pour toi, les autres risquent de ne plus pouvoir jouer. Mais je veux apprendre! Il a souri et m'a serré dans ses bras. J'ai fermé les yeux et j'ai failli pleurer au souvenir de mon père. Le boutier m'a gardé contre lui un long moment, avant de me libérer. Je peux m'occuper de la patinoire alors? Tu as donc envie de peler de la neige? De pelleter de la neige? Oui, n'importe quoi. Il a jeté un coup d'œil à la course folle des garçons sur la glace. Je pense que ça peut s'arranger, à condition que tes notes et tes corvées n'en souffrent pas. Dernier chapitre de la vidéo, le chapitre 16. L'entretien de la patinoire est devenu ma responsabilité, et pour m'en acquitter, je me levais avant tous les autres. Avant les religieuses, avant les prêtres et avant même les cuisiniers chargés de préparer le gruau et les toasts sèches qui, le matin, constituaient notre ordinaire. Je n'avais pas besoin de réveil matin. J'ouvrais les yeux et je m'habillais sans bruit dans l'obscurité. Puis en chaussettes, je me dirigeais vers la porte de derrière, où je laissais mes minces bottes de caoutchouc. J'enfilais les grosses chaussettes de laine que le père Le Boutier m'avait dénichées avant de revêtir mon manteau, mon écharpe et mes mitaines. Chaque matin, mes poumons étaient assaillis par la lame tranchante de l'hiver. L'air était si froid et si pur qu'il en devenait presque irrespirable. Mais après une ou deux inspirations, je secouais mes pieds pour activer la circulation de mon sang, et je contournais lentement l'école jusqu'à la patinoire, au-delà de l'écurie. C'était un monde violet, où seule la lueur de la lune aux nuances infinies me permettait d'y voir. Je prenais ma pelle là où je l'avais laissée, dans la neige, et je me mettais au travail. Je commençais d'un côté et je poussais la neige jusqu'au pied de la bande face au champ. Lorsque la surface glacée était dégagée, je longeais les bandes et je jetais la neige en tas de l'autre côté. J'aimais bien avoir le souffle court, la tête enveloppée d'un nuage de vapeur. Je suais à profusion.
Après, je m'appuyais sur une bande pour admirer mon travail. La surface lisse et grise dans la lumière blafarde et de l'aube. L'idée du jeu suspendu dans le gel. J'allais à la patinoire tous les matins, même ceux où la neige tombait plus vite que je réussissais à l'enlever. Au bout, je me satisfaisais de la proximité du sport, mais j'ai vite pris l'habitude de cacher un bâton derrière ma bande, après m'être assuré qu'il n'y avait personne. Je le déterrais et je courais jusqu'à l'écurie, prendre certaines des crottes de cheval gelées que ensevelissais près de la porte. Je les transportais jusqu'à la patinoire où je les déposais à un bout. Puis armé du bâton, je prenais l'une d'elles et je la prenais d'avant en arrière, de gauche à droite, maniant le bâton comme j'avais vu les joueurs le faire à la soirée du hockey. Je faisais preuve de beaucoup de délicatesse pour ne pas casser la crotte en mille morceaux. Je voulais acquérir un toucher léger, la capacité de garder la rondelle près de moi, comme Jean Béliveau, qui parcourait la glace comme si la rondelle était retenue à la lame de son bâton par une ficelle invisible. J'avais soin de ne faire aucun bruit par crainte d'être surpris. Quand la première crotte finissait par se fracasser, je choisissais une autre, et je parcourais la glace avec ma rondelle de substitution. Je bougeais mes pieds comme s'ils étaient chaussés de patins, faisant passer la crotte d'un côté et de l'autre, au moyen d'arcs de cercle de plus en plus larges. Avec le temps, j'ai appris à faire glisser la crotte entre mes pieds en me retournant quand j'arrivais à un bout, avant de repartir dans l'autre sens, la fausse rondelle collée à ma palette. Quand j'avais épuisé ma réserve de crottes, j'ai lancé les fragments de l'autre côté des bandes au moyen d'un coup sec des poignets, comme le faisait Dave Ballon des Rangers de New York. Puis je dissimulais mon bâton dans la neige, j'efforçais toute preuve de mon activité et je rentrais pour déjeuner et assistais à mes cours. La nuit dans le dortoir, pendant que les autres garçons dormaient, je me levais, et dans les allées entre les lits du camp, où le clair de lune donnait au linoléum une apparence de la glace, je maniais un bâton imaginaire. Je m'imaginais traverser la ligne bleue en trombe, la rondelle collée à la palette de mon bâton. Après avoir déjoué le dernier défenseur d'une feinte magistrale, je m'échappais, seul face au gardien de but, qui reculait lentement dans son rectangle. Je faisais passer mon poids d'un pied sur l'autre. Je dansais, je me tortillais, je feintais toujours en possession de la rondelle. L'espace entre le gardien et moi, ça me nuisait. À une distance d'environ 3 mètres, j'entraînais la rondelle derrière ma jambe droite. Puis je transférais mon poids sur ma jambe gauche et je laissais le mouvement transporter le bâton et la rondelle vers l'avant. Lorsque le transfert de poids était optimal, je faisais tourner mes poignets d'un geste si brusque qu'il en était imperceptible, et je dirigeais la rondelle dans le coin supérieur droit, faisant secouer les cordages derrière le gardien de but impuissant. Naturellement, la force du tir était telle que je finissais un genou sur la glace. Je levais les bras dans la lueur euh, diffuse du dortoir. Ma bouche s'ouvrait sur un cri de joie muet devant l'image du Christ accroché au mur. Mon salut était plutôt assuré par le bois, le caoutchouc, la glace et une partie de hockey fantasmée. Les bras levés en signe de triomphe, je ne me sentais ni seul, ni effrayé, ni déserté, ni abandonné. J'avais plutôt le sentiment d'être en contact avec quelque chose de plus grand que moi. Puis je me remettais au lit et je dormais jusqu'à l'aube, jusqu'au moment de regagner la patinoire.